Vous écoutez Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. Aujourd'hui, on reçoit François Darimont. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, François est originaire de Verviers, Eusie, en province de Liège. Il habite aujourd'hui à Francorchamps. C'est un ex-joueur de football passé par le niveau national et provincial, du FC Liège en formation, puis en équipe première à la SEPN, au RCS Verviers, à la Calamine, à l'époque du regretté François Sterkele. Et puis il a pas mal bougé à Warnant, Mélin, Recht, Amblève, Franchimont, Baleine, Goé, la SRU Verviers pour un retour à passer 40 ans et aujourd'hui à Ster Francorchamps-B. Mais si on le reçoit aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il est le papa d'Alex et Lucas, deux jeunes footballeurs, l'un qui évolue à Sarre et l'autre à Genk en élite. Et c'est l'occasion de s'intéresser un peu plus à la vie de parents quand son enfant est promis peut-être à un bel avenir dans le monde du sport professionnel. Quels sont les sacrifices qu'il faut faire en tant que parent ? Quels pièges faut-il éviter pour ses enfants ? Quels sont les dangers, mais aussi les belles histoires au sein des clubs professionnels ? On va donc parler de tout ça avec notre invité. Bonjour François Darimont. Bonjour David Lise. Comment ça va aujourd'hui ? Je dis on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Pas de souci, tout va bien. Tant mieux. Donc je le disais, on est très heureux de te recevoir pour ce 3e épisode de Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont écouté, partagé, diffusé les 2 premiers épisodes, toujours disponibles sur Spotify, YouTube et évidemment l'avenir.net. Un premier épisode avec Moussa Diallo qui nous a raconté son incroyable trajectoire du football provincial jusqu'à l'univers professionnel et comment on passe de Andrimont en P2 à un vestiaire avec Claude Makelele, Mbailey et Luis Garcia pour ne citer que. Et un 2e épisode avec Maxime Degey, aujourd'hui bourgmestre à Verviers, et qui a la particularité d'avoir été président d'un club de football alors qu'il n'avait que 30 ans, entraîneur adjoint, puis aujourd'hui coach d'une équipe féminine. C'est un bourgmestre qui a dû faire face aussi à des commentaires parfois très durs sur les réseaux sociaux, suite à sa participation à la Diagonale des Fous, une course à pied extrême sur l'île de la Réunion. Certains avaient jugé à l'époque qu'il n'était pas assez préparé pour ça et que c'était un manque de respect pour ceux et celles qui pratiquent ce sport. Donc un autre épisode qui lui aussi, je le disais, est disponible en ligne. Enfin, je rappelle la particularité de Panache, ce nouveau rendez-vous, qui est composé donc de ce podcast, aujourd'hui, donc cette discussion qu'on va avoir François et moi-même, et puis d'une 2e partie où on échangera sur autre chose avec François, toujours une interview qui, elle, sera à retrouver uniquement dans les colonnes de l'Avenir Verviers, le journal et le site web pour lequel on vous mettra le lien en description. Voilà, j'ai fini pour cette longue introduction. François, tu as 45 ans, 2 enfants et 2 enfants qui pratiquent le football. Est-ce que c'est un hasard quand on connaît ton parcours ? Est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas. Forcément, comme tous les enfants, ils essayent d'imiter un petit peu à la base leur papa, qui imitait leur maman. Le foot a fait toujours partie de ma vie et voilà, Lucas était mon premier petit garçon et à l'âge de 3-4 ans, il voulait aussi faire du foot, donc je jouais beaucoup avec lui. Et un jour, il m'a demandé pour jouer dans un vrai club. Et je lui ai dit qu'il fallait attendre 5 ans. Donc tous les jours matin, quand il se réveillait, il me demandait quand est-ce qu'il aurait 5 ans. Donc je me suis posé la question de savoir où il pourrait aller s'entraîner, parce que je savais que c'était à partir de l'âge de 5 ans. Et alors, il pouvait suivre des entraînements, mais pas faire les matchs, à sa grande déception. Puis alors un jour, je l'ai emmené le mercredi à l'entraînement. Et puis après, l'entraîneur me dit... il est quand même pas mal, ce serait quand même chouette qu'il vienne une fois jouer un samedi, est-ce qu'il peut ? Il avait quel âge ? Et il avait 4 ans. Donc je me souviens bien, son tout premier match, il a joué contre Rochet. Ils ont été battus en 5 contre 5, 16-1. Mais comme c'est lui qui avait marqué, il était content parce qu'il m'a dit moi j'ai gagné. Donc voilà, mais je lui ai expliqué que non, il n'avait pas gagné, que l'équipe avait perdu, mais que c'était déjà bien d'avoir marqué un goal. Et comment ça se passe ? Donc on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il est à Genk, oui. En élite. Il a quel âge aujourd'hui ? 14 ans. Il a 14 ans, donc il évolue avec les U15, les U15 de Genk en élite. Mais il joue à U14. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est de fin d'année. Il est né le 31 octobre. Donc, il faut savoir qu'en élite, tous les bons joueurs d'élite sont souvent nés au mois de janvier ou février. Donc, à cet âge-ci, maintenant, il a toujours fait dans sa catégorie. Mais son développement musculaire et son pic de croissance n'a pas encore été atteint.
Donc Koen Darden, qui est le directeur technique de Genk, m'a proposé de le laisser encore en U14, puisqu'il n'a que 2 mois de différence avec les autres. Et là, c'est moins dangereux pour les contacts et tout ça. Et il s'épanouit très bien comme ça. Ok, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, il est à Genk, en U14, en élite. Il a commencé, avant même ses 5 ans, à Sarre. Il a enfin pu jouer officiellement, en tout cas quand il a eu 5 ans. Comment ça se passe ? Première étape pour lui, c'est ce passage de Sarre à l'AS Eupen, qui est déjà un club professionnel. Ça se passe tout simplement qu'en fait, c'était mon premier garçon, pas mon deuxième. Donc quand c'est votre premier enfant, il veut faire du sport, vous le mettez au sport. Et puis, oui, forcément, vu que j'ai joué au football, je voyais que mon gamin jouait bien au football, mais je pensais que c'était les autres qui jouaient pas bien en fait. Au départ, moi, je l'ai emmené à l'entraînement, il avait donc 5 ans, et il était dans le groupe des U6. Et après 10 minutes, sans mentir, 10 minutes d'entraînement, l'entraîneur vient me trouver, il me dit « c'est votre fils ?» Puis je dis « oui ». Il me dit « va aller dans le groupe à côté parce qu'on voit bien qu'il ne s'amuse pas ». On l'a mis dans le groupe U7 et là, ça allait. Puis alors il a joué le samedi avec les U7 en 5 contre 5. Et il a marqué 5 ou 6 goals et toutes les semaines c'était 5-6 goals. Donc après on l'a mis en U8 directement. Il avait quel âge alors ? Il avait 6 ans. 6 ans, il était il avait 5 ans. 5 ans, il était avec les U8. Il était avec les U8. Et c'est quoi le moment où vous êtes approché par la SEPN ? Ça se passe après, comment donc le jeu de la saison a commencé en septembre, je vais dire. Et fin novembre, j'ai reçu un coup de téléphone de Nicolas Colubry, qui était déjà à Eupen, qui me dit... Qui est un des responsables de l'école des jeunes, de la formation là-bas. À ce moment-là, c'était le patron des jeunes, quoi. Il me dit, écoute François, on se connaît du football, voilà. C'est ton gamin, le petit qui joue à Sarre. Puis je dis oui. Puis il me dit, est-ce qu'il pourrait venir faire un entraînement un mercredi ? Et je dis, écoute, oui, moi, il n'y a aucun souci, il peut venir faire un entraînement, mais mon épouse n'est pas trop football, on va dire. Elle me dit... non, Eupen, c'est 3 entraînements semaine, ceci, cela, ça va être compliqué. Et j'écoute, on nous a demandé d'aller, on va aller, on verra bien si vraiment il est bon ou pas bon, on verra. Et il est allé suivre l'entraînement le mercredi. Et quand l'entraînement était terminé, personne n'est venu. Je suis rentré chez moi avec Lucas qui était dans le siège auto et qui m'a dit dans la voiture, oh papa, c'est ça que je veux faire, c'est du vrai football ici. Et j'ai dit, bah oui, mais on verra bien. Je ne pouvais rien lui promettre puisqu'on ne m'avait rien dit. Et le lendemain matin, alors, le jeudi matin, vers 9h, Nicolas m'a téléphoné, il m'a dit, l'entraînement s'est super bien passé, on voudrait bien le voir en match au mois de janvier. Il va faire le petit match, le petit tournoi, et il finit meilleur buteur. Nicolas m'a dit, il peut venir quand il veut. Là, la discussion commence avec mon épouse. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne voulais pas en parler à Lucas parce que voilà, c'est pas toujours... simple de dire tout aux enfants non plus. Mon épouse n'était pas trop pour, mais passer de un entraînement le mercredi après-midi où il y avait entraînement 1 heure à 3 entraînements semaine, je dis écoute, qui ne t'entraîne à rien, on va l'essayer, on va lui en parler, on va voir ce qu'il veut faire. On lui en a parlé, c'est ce qu'il voulait faire, donc j'ai dit ok, on va aller à Eupen. Et là on est tombé, donc c'est l'année 2010, et là ils sont tombés dans une équipe... je pense pas que dans la région ils retrouveront une équipe comme ça. L'année 2010 d'Eupen, c'était le petit Léo Doll, le fils d'Olivier Doll, le petit Ilyes Benan, qu'on connaît aussi. Qui est passé par Genk, qui est aujourd'hui Anderlecht, ouais, international, belge et marocain. Voilà, belge-marocain. En fait, de cette équipe-là, du 5 contre 5, ils étaient 9. Et sur les 9, ils sont tous toujours en équipe, en élite 1. Que ce soit à Gladbach, que ce soit à Anderlecht, que ce soit à Genk, que ce soit au Standard, même à Sion, parce que les parents sont partis en Suisse. Donc, une belle cuvée. C'était une super cuvée, quoi. Donc, je pense que sur l'année qu'ils ont fait, ils ont gagné, je pense, les 14 tournois. Je pense qu'il y avait une coupe pour chaque gamin. C'était top. Donc, il arrive là, il a quoi, 6 ans alors ? Et il a 6 ans. Ouais. Et il reste combien de temps à la SEPN ? À la SEPN, il reste 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne reste plus à la SEPN ? Il y a cette offre d'un autre club ? Ce qui se passe, c'est que directement, donc, quand il quitte de Sarre, qu'il arrive à Eupen, le premier tournoi, j'ai un monsieur d'Anderlecht qui vient me trouver pour Lucas. Ça se passe comment ? Ça se fait en bord de terrain ? En bord de terrain, les parents, ouais. ou en tout cas les joueurs qui nous écoutent, peut-être ne savent pas comment ça se passe. Ce sont des tournois, ce sont des beaux tournois. Il y a du monde, ce sont des petits garçons, donc ils sont tous accompagnés.
Et alors là, il y a beaucoup de recruteurs de clubs qui viennent trouver les parents. Et des agents, j'imagine aussi. Les agents viennent un petit peu plus tard, quand même, mais beaucoup des recruteurs de tous les clubs. Donc, on est approché, on donne le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et ensuite, ils nous contactent. Et puis alors, forcément, à 6 ans, c'est pas possible. Il faut 3 entraînements semaine, c'est près de chez nous. On est en élite 1. Pourquoi partir ? À cet âge-là, c'est pas possible. Ensuite, il faut voir aussi qu'à un moment donné, quand ils sont en élite, il faut apprendre. Peu importe qu'on soit à Sarre ou n'importe où, quand on fait quelque chose, c'est pour apprendre. Quand on arrive fin de saison et qu'on se rend compte qu'on n'apprend plus ou qu'on n'a plus progressé de la même façon qu'on devrait progresser, et qu'on a des offres, si on n'a pas d'offres, forcément, on reste où on est. Et qu'on a des offres, il faut analyser les offres. Ici, quand il était à Eupen, il y avait vraiment des offres concrètes. Il y avait le Standard et Genk. Mais Genk... Anderlecht, finalement, ça n'a rien donné alors Anderlecht, ils suivaient Lucas, mais ils ne me sonnaient pas. D'accord. On me demande d'aller faire un essai au Standard. Moi, je dis directement que non, il a Eupen. C'est un coup de téléphone alors Oui, coup de téléphone. Monsieur Jean Ouidard, qui était directeur du Standard, qui était très très belle personne. Il me demande de venir faire un essai. Et je dis non. Et soit vous le prenez, soit vous le prenez pas, mais si c'est pour prendre un gamin qui est déjà en élite pour venir faire des essais, non, mais venez quand même, ceci, cela. Puis Lucas apprend qu'il peut aller faire un essai. Il me dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi aller faire un essai. C'est délicat de refuser à ce moment-là. Et je dis, ok, ça va, je vais dire que tu y vas. Donc de ce jour-là, on était 5 de la SEPEN à aller faire l'essai au Standard. Et après l'entraînement, directement, l'entraîneur vient nous trouver et nous dit, voilà Lucas, tu peux venir au Standard quand tu veux. Et j'ai dit, écoutez, ok, on va réfléchir, sonnez-moi la semaine, je vais en parler avec mon épouse et on verra. Forcément, le lundi, on nous téléphone et on avait pris la décision de ne pas aller au Standard. Donc je dis Pourquoi ? non. Je dis non au Standard parce que les trajets, ceci, cela, on était quand même bien Eupen, on avait une belle équipe. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop, Tiège à ce moment-là, ou même Francorchamps, je ne sais pas où vous en étiez. Eupen-Tiège par les Fagnes, c'est pas très loin, en province de Liège, et ça fait partie aussi des paramètres à prendre en compte. Exactement. Le Standard, c'est une plus grosse industrie, c'est passé aussi à Cap. Et voilà, on s'était dit qu'on ne le ferait pas. Ensuite, j'ai parlé avec ceux d'Eupen, et là on passait dans le jeu à 8 contre 8, et ils ne voulaient pas faire A et B. Ils voulaient mélanger. Et ce n'est pas pour dénigrer, mais à ce moment-là, entre les forts et les moins forts, il y a un bel écart. Il y avait quand même un bel écart. Donc, nous avons fait des matchs en 8 contre 8 avec Eupen, et je me suis rendu... Quand on est en 5 contre 5, et qu'il y a 2 ou 3 bons et 2 moins forts, on va dire, ça ne se voit pas. On gagne le match, ils jouent bien, ils marquent des goals et tout ça. En 8 contre 8, on a fait des matchs en 8 contre 8, quand il y a 3 bons et 5 moins bons, là, ça devient compliqué. Donc, j'ai demandé à Eupen, ils ne voulaient pas faire A et B, et j'ai dit, ok, alors... Je vais aller au Standard. Donc j'ai ressonné au Standard, ils m'ont dit écoutez, vous avez dit non, on a fait 2 transferts, je vous ressonne dans 1 heure. Puis ils m'ont ressonné, ils m'ont dit oui, non, c'est pour Lucas, pas de souci, qu'ils viennent. Donc quand on est arrivé au Standard au mois de juillet pour la reprise, Lucas était content forcément, arrivé dans le plus grand club liégeois. J'allais demander, papa est supporter de quel club ? Du Standard. Oh, d'accord, ok. Donc, la première chose que je lui ai dit, parce qu'il était content comme tous les enfants, il a 9 ans, encore très jeune, je monte l'académie avec la voiture et on voit tous les terrains. Et il me dit, ah papa, c'est magnifique. Et je dis, oui, c'est magnifique. Et au Standard, c'est bien. Et y rester, c'est plus dur. Et il me dit, moi, je vais y rester. Et je dis, j'espère, et il faut tout donner. Et il me dit, oui, je vais tout donner. Et puis, il a passé 2 années extraordinaires où il a vraiment été top. On le faisait jouer à quelle place On le faisait jouer sur les flancs, c'est un petit rapide. Comme son papa ? Ouais. Mais meilleur ? Mais droitier. Mais droitier. Et il finit très bien. Et très bonne mentalité. Très courageux par rapport à moi, par exemple. Ok, on en a parlé. Les recruteurs comme ça, ils présentent quoi comme argument quand ils téléphonent pour essayer de convaincre ? On le sait, c'est des enfants, on ne peut pas leur offrir de contrat, etc. Comment est-ce qu'ils essayent d'attirer les parents, parce que c'est les parents qu'il faut d'abord convaincre, les enfants aussi évidemment. Par le nom, par
qui ne rêverait pas de jouer au Standard, quand on est par exemple à Sarre, qui ne rêverait pas de jouer à Eupen. Moi, je pense toujours qu'il faut toujours, pour monter sur un toit, il faut une échelle et il faut toujours monter échelon par échelon. Des fois, on monte trop vite et puis on redescend. Et c'est pas trop grave, il faut savoir se relever. Mais ici, on a fait les choses comme ce sont des enfants. Voilà, Sarre, Eupen, après Eupen, le Standard, je trouve que c'est déjà top. Et de s'imposer et de tenir compte, de travailler pour le club pour lequel on est. Et ensuite, après, les gens viennent vous trouver, on peut toujours monter. Et alors, quand la gang nous a téléphoné... Ça se passe quand, ça, le coup de fil de Genk? Ça se passe, il téléphone très tôt, il téléphone au mois de novembre. Chaque année, Genk qui téléphonait, il prenait la température et tout ça. Mais ils comprennent bien qu'un Wallon, parce qu'il faut dire ce qu'on est, on est un Wallon chez un Flamand, c'est compliqué. Au niveau quoi, de l'intégration, de la langue, etc. Voilà. Oui, forcément. Ouais, mais on est très... Voilà, quand on est reçu là, on est bien, très, 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 très bien reçu. Il a fait 1 an au Standard, il commence sa 2e année, et là, il y a cette approche vraiment concrète de Genk. Exactement. Mais là, il faut réfléchir quand même, parce que Genk, c'est le top belge. Pour moi, avec Anderlecht, au niveau de la formation, vraiment, oui. Et par rapport à la formation, je pense que Genk, c'est le top. Ils prennent le temps de travailler, et ils mettent les moyens aussi. Donc, quand on veut travailler, il faut des moyens. Si on n'a pas les moyens, on ne sait pas travailler. Et Genk, je pense qu'ils mettent presque 10 millions d'euros l'année dans l'infrastructure des jeunes. C'est énorme et c'est extraordinaire. Je pense qu'à Lille, ils mettent 5 millions en France. Mais il y a la barrière de la langue, il y a un petit garçon de 10 ans qui arrive et tout le monde parle flamand, c'est compliqué. On a réfléchi et avec le Standard, on a discuté et tout ça. Donc c'est la 2e année au Standard, ça. Et j'ai eu Anderlecht qui nous a téléphoné. On est allé... à Anderlecht, discuter dimanche pendant 2 heures. Très très bien reçu aussi. Mais là par contre, il voulait directement le Purple Talent. C'est en fait Lucas, quoi qu'il arrive, s'il allait là, il devait habiter là. Que ce soit internat, famille d'accueil en français, en irlandais, on pouvait choisir. Mais il devait habiter là parce qu'il y avait tout un programme. Le lundi matin, il allait à l'école à 8h. À 10h30, une voiture venait le chercher. Il allait au centre de formation d'Anderlecht. Il avait entraînement pendant 1h30. À midi, il devait manger à Anderlecht. Ensuite, il retournait au cours jusqu'à 15h. De 15h jusqu'à 17h, il y avait un cours particulier qu'il n'avait pas eu le matin avec un prof qu'Anderlecht payait pour qu'il continue par rapport à l'école, mais en accéléré, en après-journée. Ensuite, entraînement le soir. Donc, c'était toute la semaine comme ça, avec entraînement le matin et l'après-midi. Eux, ils garantissaient pas d'être professionnels. On ne peut jamais promettre ça, mais ils garantissaient un diplôme de 6e rénové. Et ça, en tant que parent, c'est quand même un bel argument parce que... Je pense que c'était un des plus bels arguments qu'on nous a dit. Qui pourrait dire, on donne un certificat à 6e secondaire, c'est très bien. Mais voilà, après réflexion, j'avais été voir M. Koundarden aussi, qui avait mis beaucoup d'arguments, qui là, chaque fois qu'on passe dans des clubs d'élite, à un moment donné, c'est l'internat. Ils veulent avoir, je ne vais pas dire la même mise, parce que c'est pas la même mise, ils veulent que les enfants soient ensemble, à l'école, dans un cadre, un cadre suivi, que ce soit école, nourriture, sportif, ne pas faire des bêtises, quoi. Ça, mon épouse a dit que c'était hors de question. Donc là, c'était un petit peu compliqué. À Genk, eux, ils proposaient un logement là au bout, que forcément, on ne va pas aller habiter à Genk, vu qu'on a notre maison, on a notre enfant, on a notre boulot et tout ça, c'était impossible. L'internat, c'était impossible, mon épouse ne voulait pas, et moi non plus, parce que c'est difficile. Et alors ensuite, ils ont entraînement à 4h30 de l'après-midi. Donc 4h30 de l'après-midi, il y a 1 heure de route, donc c'est pas possible. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Et il faut être là plus tôt pour s'habiller et tout ça, donc c'était vraiment compliqué. Donc ils ont mis en place alors une personne qui vient le chercher à l'école, à Spa, tous les jours, à 2h30 de l'après-midi. Comme ça, il est là à 3h30 et à 4h, 4h30, ils ont entraînement. Et c'est papa qui va le rechercher alors? Non, on le ramène tous les soirs à la maison. Ah, donc ça au niveau confort. Nouveau confort de semaine. C'est pas mal. La première année, c'était pas comme ça. La première année, on a dû combiner avec amis, grand-père. C'est parce qu'on y vient, mais c'est vraiment un sacrifice, ça aussi, pour les parents, de se dire alors, oui. Il va falloir changer notre façon de vivre pour s'adapter finalement à un de nos enfants et à son sport, qui prend une place énorme dans la vie de toute la famille. Le foot prend énormément de place sur toute la semaine dans la famille, ça c'est sûr, que ce soit avec Alex Assar qui a maintenant 2 entraînements semaine plus le match.
Le samedi, Lucas qui a entraînement 4 fois semaine, plus match le samedi, c'est très compliqué. Donc, on essaie de se partager. Donc, la semaine, c'est très bien. Je ne vais pas à Genk. Je ne vois jamais les entraînements. Est-ce que les parents peuvent assister aux entraînements? Oui, ils peuvent assister. Parce qu'il y a certains clubs qui refusent. Au Standard, on ne peut pas. D'accord. Au Standard, on ne pouvait pas. Mais à Genk, on pouvait. À Genk, on peut. Voilà. Le samedi, alors, Lucas joue. Si par exemple, on joue, je prends un exemple comme ça, je ne vais même pas prendre Bruges parce que c'est le plus loin, et ça, tout le monde sait bien que c'est loin. Prendre Anvers, on joue contre l'Antwerp. Match à 10h. Les enfants doivent être là 1h30 à l'avance. Donc, 8h30 dans le vestiaire. On parle bien de 10h du matin, on n'est pas en Espagne. Hein, 10h du matin. 10h du matin. Ouais. 10h du matin, 8h30 dans le vestiaire à l'Antwerp. Donc, ce qui veut dire me lever entre 5h30 et 6h du matin. Pour rentrer, donc le match est à 10h ou 10h30. Le match se termine vers midi. Le temps de prendre la douche. Le temps de boire un petit coup. Le temps de s'arrêter pour manger sur l'autoroute. Le temps de revenir, il est 3h l'après-midi. Et voilà. Voilà le samedi. Et on est fatigué. J'imagine. Et le dimanche, on essaie de rester en famille. D'autant qu'il y a Alex aussi qui Alex, joue. Alors, cette année, j'ai la chance, c'est que Alex joue très tôt le matin et maintenant les U14 élites jouent l'après-midi. Donc je vais vite voir Alex le matin. Je demande au délégué ou ma femme qui reprend Alex et moi je pars avec le grand pour être à l'heure, que ce soit à Charleroi, à Bruges, à Malines, à l'Antwerp, à Louvain, à Anderlecht. Quand c'est à Bruges, souvent on part le vendredi et on dort là. Je prends Lucas avec moi et on va dormir. On a parlé un peu de l'école, 2h30, ça veut dire qu'il part plus tôt. Comment on fait pour que l'école accepte tout ça? Quelles discussions on a avec les instituteurs, la direction aussi? Et comment ça se passe avec les copains? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ratent à cause du football. C'est quoi ce rapport à l'école? Justement, le rapport à l'école, on a essayé de choisir au mieux et au plus simple pour essayer de ne pas mettre des contraintes en plus qui ne servent à rien. Moi, je travaille avec l'internat de Spa. Donc, je travaille avec les écoles de Spa. Et l'Athénée de Spa, est dirigée par Madame Das, la fille de René Das. Et, ex-dirigeant d'un club de football. Voilà. Et Madame Das, qui elle est arbitre aussi de football, a dit pour le foot, il n'y a pas de problème. Vous êtes tombé sur la bonne personne. On est tombé sur la bonne personne. Elle a dit on fera ce qu'il y a moyen de faire. Donc ils ont adapté aussi, par exemple, il ne fait pas gym. Les 2 heures de gym, il va à l'étude et il étudie pour les cours d'après. Et tous les profs sont vraiment bien par rapport à ça. Maintenant, ils lui ont donné, ils ont fait confiance à Lucas par rapport à ça, de le laisser partir plus tôt. Mais il doit le rendre aussi, il doit avoir des beaux points. Donc, il a une moyenne de 14-15 sur 20 à tous ces... donc, pour le moment, il arrive à combiner. Pour le moment, il est en troisième année, en troisième secondaire. Troisième secondaire, oui, déjà. Et là, il suit... et donc, je parlais d'instituteurs, mais c'est plutôt des professeurs. Des professeurs. Oui. Donc, c'est déjà une belle adaptation, une grosse contrainte. Enfin, il faut trouver, en tout cas, cet équilibre, ce qui ne doit pas être facile. Au niveau privé, je pense que tu as changé de boulot aussi, à un moment donné, pour mieux pouvoir suivre ton fils. Exactement, j'ai travaillé pendant 15 ans au Tech, comme chauffeur de bus. Oui. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver une place comme chauffeur de bus, mais pour une école. Donc, et donc d'avoir des horaires beaucoup qui correspondaient plus à ceux... Je commence à 7h et j'ai terminé à 15h30, donc voilà, c'est très bien comme ça. J'ai tous mes congés scolaires, tous les week-ends, et je peux les passer au foot. Et justement, parce qu'ils sont frères, ils ont quelle relation, Alex et Lucas, quand un des deux est en élite, l'autre pas, ou pas encore, ou c'est peut-être pas un souhait non plus, mais voilà, est-ce que un admire fortement l'autre, est-ce que l'autre soutient, enfin voilà, quelle est leur relation, parce que ils n'ont pas le même rapport au football en fait. Non, justement, ils n'ont pas du tout le même rapport. Maintenant, on habite à la campagne et nous, il n'y a pas grand-chose à Francorchamps, donc on a un grand jardin avec des goals, donc il ne faut que jouer au football ensemble. Et Alex est gardien, donc il aime bien jouer au goal. Donc son frère l'entraîne, ça l'arrange bien, comme ça le petit va au goal, il shot et voilà. Mais voilà, Alex est très admiratif de son frère. Donc quand son frère... La différence d'âge entre les deux, c'est? Il y a 4 ans. D'accord. Donc 10 ans et 14 ans aujourd'hui. 10 ans et 14 ans. Oui. Quand il sait que son frère joue un gros match, parce qu'on en parle, il fait moi, dis à l'entraîneur qu'il me mette dans la tournante, je vais voir mon frère, ou si vous allez à la nuit d'hôtel à Bruges, moi je vais à Bruges avec vous. Oui, ça lui permet, ça reste un enfant qui voit aussi des clubs, bon pas les stades, mais en tout cas des environnements. Il est venu avec au tournoi à Barcelone, il est venu avec à l'hôtel, il aime bien, il supporte son frère, non, il n'y a aucune rivalité. Voilà, c'est vraiment très chouette comme ça. Et en tant que parent,
comment qu'on trouve l'équilibre entre les deux, parce qu'il y a tout ce temps qu'on accorde à l'un parce qu'on n'a pas trop le choix, mais il ne faut pas le délaisser l'autre. C'est pas évident ça non plus. J'imagine que vous en parlez beaucoup en tant que parent, de trouver la bonne formule. Ça ne va pas être facile. C'est pas toujours évident. Tout le monde, quand on parle avec les gens, tout le monde dit ton fils joue à Genk, ouais c'est bien, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Et ils ne voient pas aussi, on prend l'exemple avec Alex. Si un jour Lucas, normalement, c'est ce qui va devoir arriver, parce que s'il reste dans le foot élite, il va passer en U15, puis peut-être U16 et ainsi de suite. En tout cas, en élite, il va falloir partir à l'internat. Ça va être, ils vont avoir entraînement le matin, l'après-midi. Ça va être très difficile de garder la formule actuelle. Quoi. Voilà, la formule actuelle, elle est vraiment provisoire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, plus on monte à l'école, plus il faut étudier. Plus on monte dans le football, plus ça devient compliqué. Donc, à un moment donné, il faut mettre tout en place pour essayer de réussir, que ce soit à l'école ou au football, ou les deux, mais le faire le mieux possible en tout cas. Et justement, je ne sais pas du tout comment ça se passe, j'ai jamais eu le niveau de toute façon pour savoir comment ça se passait, mais est-ce que ces clubs demandent à certains moments aux parents de faire un choix entre donner priorité un peu plus à l'école ou au foot, ou les clubs restent à distance et ça reste des décisions prises par les parents, ou bien est-ce qu'ils essayent quand même de les influencer et de pousser pour le football Il y a de la pression, ça c'est sûr. Une fois qu'on joue à un sport de plus haut niveau, il y a de la pression. Parce que le club voit son intérêt, évidemment. Tout à fait. Et ça c'est sûr, certain. La première chose que les dirigeants parlent, quand on est dans le jeu à 5 et le jeu à 8, ils disent sûr qu'il y a le triangle en fait. Il y a la famille, qui est le plus important. La deuxième chose, l'école, le deuxième point le plus important, et puis le football, la troisième point le plus important. Ça, c'est bon jusqu'au jeu à 8 contre 8. Après, quand nous passons dans le jeu à 11 contre 11, comme ils disent, le triangle s'inverse. Qu'est-ce qui devient le plus important ? C'est l'école, c'est le football, et puis la famille. Et puis quand on passe encore un peu plus haut, le triangle s'inverse encore, et là, c'est le football, l'école, famille. Donc... Ils amènent ça intelligemment en fait. Oui, par étapes, mais ça veut dire aussi qu'il viendra le moment où il faudra prendre une décision difficile parce que le football, ça reste malgré tout une loterie. On souhaite évidemment le meilleur à Lucas et à tout le monde d'ailleurs, mais personne n'est à l'abri d'une blessure, on ne connaît pas la progression des joueurs, on ne sait pas comment ça va se passer, l'adaptation, il y a plein de choses. Ça veut dire que c'est quand même une décision difficile qu'il va falloir prendre en tant que parent. Ça c'est très très difficile, mais la première chose qu'on s'est dite avec mon épouse, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit Sarre, Eupen, Verviers, Eupen, n'importe quel club, le Standard, Genk, Anderlecht ou même Manchester City, n'importe quoi, qui est contrat professionnel ou pas contrat professionnel, il faut sa 6e secondaire. Ça, jusque-là, et c'est ce qu'on a dit à Lucas, on en a encore parlé la semaine dernière, quoi qu'il arrive, tu es de fin d'année. Donc si tu sors de 6e rénové, si tu ne rates pas à l'école, tu sortiras de 6e rénové à 17 ans. Donc tu seras dans ta 18e année, mais tu auras que 17 ans quand tu sortiras de l'école. Si là, à ce moment-là, tu me dis, on voit où on en est, où tu évidemment, en es sportivement. D'autant que c'est un âge clé pour beaucoup de joueurs. C'est l'âge clé. Parce qu'il y a toutes les embûches qu'on ne peut pas maîtriser, que ce soit les filles, les sorties, l'alcool, les blessures, la santé. Tout est tellement compliqué. C'est pas toujours les meilleurs qui passent. Pas toujours les meilleurs. Pas souvent les meilleurs même. Quand il aura son diplôme en poche, s'il me dit papa écoute, laisse-moi 1 an ou 2 ans, je veux devenir professionnel, je vais faire tout pour devenir professionnel. Et, ok, mais moi je te laisserai 2 ans. Si à 19 ans, t'as pas, c'est pas grave. Donc tu fais du sport et que tu t'amuses et que tu prends du plaisir, mais il faut travailler et faire des études. Sans études, on ne va nulle part parce que quand j'ai été discuté avec Anderlecht, ils nous ont promis un diplôme de 6e secondaire, mais il me disait aussi, le monsieur, que tous ceux qui passent par Anderlecht, il y a 23% qui deviennent professionnels après l'académie. Et j'ai 23%. C'est une belle promesse parce que les chiffres sont plus bas habituellement. Il me dit 23%. Mais je suis ok, c'est bien, ça fait rêver. Mais ça veut dire aussi qu'il y en a 77, si je ne me trompe pas, qui ne le sont pas. C'est comme un peu le loto. Ouais. Et là, les clubs se déchargent, je crois. Alors là, quand j'ai répondu ça au monsieur Dorlec, il m'a dit, il a souri, et il m'a dit, oui, c'est vrai. Et j'ai dit, voilà. Et là, les clubs ne sont plus là pour les 77% qui
qui ne passe pas. Exactement. Il y a un autre paramètre aussi aujourd'hui avec lequel il faut composer, c'est que dès maintenant, les jeunes aujourd'hui sont soumis à une pression qui existait moins avant. C'est la pression des médias et la pression des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut très vite trouver la vidéo du futur talent de tel ou tel club. En tant que parent, comment on gère tout ça? Parce que c'est particulier, les réseaux sociaux. Et alors la deuxième sous-question, c'est quand on se dit que son fils va peut-être devenir professionnel et qu'on voit ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait peur? Parce qu'une star, ou en tout cas un joueur professionnel exposé, ça signifie aussi être exposé à ces commentaires qui ne font pas toujours plaisir. Je vais vous dire, moi la vérité c'est que je ne suis pas réseaux sociaux. Mon fils forcément à 14 ans, ils le sont tous. Ils postent, ils mettent des trucs. On doit regarder ça. Ici, il va passer dans une agence de communication. Quelqu'un qui va s'occuper, un agent de joueur. D'accord. Mais c'est une société. Et dans la société, il y a des gens qui gèrent ça aussi. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qui regardent ce qu'ils peuvent mettre, ce qu'ils ne peuvent pas mettre. Parce que, oui, les gens, s'ils marquent un goal, voilà, on a joué contre Zultoire Game ici au dernier match de championnat avant la trêve. Il gagne 5-2, il met 3 goals. Il est content. La vidéo, il met ce bazar. Il y a toujours des gens qui sont contents, mais il y a toujours des gens aussi, la jalousie fait partie de la vie et c'est compliqué aussi à faire. Il faut faire attention. Oui, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant. Et donc il y a une petite annonce, il va signer donc chez un agent, enfin dans une agence de management, si je comprends bien. Ouais. Ça s'est fait comment? Mais l'agence m'a contacté, en fait. Il y a plusieurs agences qui m'ont contacté. Et comment on choisit alors? On choisit... il n'y en a pas 1000 non plus. Hein. Mais voilà, il y a quand même un choix à faire. Mais il y a un choix à faire, c'est au feeling. Ce monsieur-là, il est souvent là. On peut le citer ou... Oui, il s'appelle monsieur Polonia. C'est pour quelle agence? La société Vulpes. Et qui représente déjà peut-être des joueurs qu'on connaît. Oui, il y a Maurice, le gardien de l'Union Saint-Gilloise. Il y a Bertaccini qui joue à Saint-Tron, qui est dans les meilleurs buteurs pour le moment au Jupiler Pro League. Il y a plusieurs joueurs. Mais c'est une personne qui vient souvent voir les jeunes. Chaque fois, il venait me trouver, il me dit « Ah, Lucas, bien, bon match aujourd'hui. » Ou même, des fois, il vient me trouver, il dit « Ah, Lucas, pas top aujourd'hui. » Ça fait partie, on ne peut pas faire que des bons matchs. Ça fait combien de temps maintenant qu'il est à Genk? C'est sa 3e année. Sa 3e année. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire sa place en équipe première à Genk ou on verra et... On ne peut jamais dire. Moi, si je suis objectif, il faut être objectif et il faut être aussi réaliste. Il n'a même pas couru son pic de croissance. Donc, c'est compliqué. On ne saurait jamais dire. Ça reste un moment clé, ça, parce qu'il y a des joueurs qui prennent un peu de retard et d'autres, par contre, qui passent devant tous les autres parce que, justement, en pic de croissance... À Anderlecht, là, j'ai vu le reportage de Théo Léoni. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est capitaine d'Anderlecht dans toutes les classes de jeunes. Il pense arriver à la 21, 22 ans en équipe première. Ils passent tous devant lui. Jérémy Doku, ils sont tous passés devant lui. Et maintenant, il est à Anderlecht et il perce, il a 25 ou 26 ou 27 ans. François Sterchel a joué avec moi, avec la Calamine, au joueur en promotion. C'était les promotions à l'époque. J'aurais pas mis 50 cents. François jouerait un jour en Division 1. Et le gars, il est monté en Division 1, il était meilleur buteur. Voilà. Chacun a finalement son timing et son... Voilà, ouais. C'est très compliqué. Mais si je dois là dire un objectif, le plus bas, j'ai été voir, parce que le parrain d'Alex, c'est Boris Dôme, qui entraînait le saut. J'espère quand même qu'il jouera là quand même. Oui, et finalement... J'ai été voir Dijon, j'espère quand même qu'il jouera... Enfin, Dijon-Verviers. Oui, par rapport au sacrifice qu'il a fait. Ouais, mais c'est vrai qu'on se retrouve parfois dans ces clubs donc de division, je dirais, inférieure, mais de national ou DP1. Enfin, on retrouve parfois des joueurs qui, pour certains, ont pris un peu le football comme un plaisir. J'ai un peu envie de dire que c'était un peu toi, enfin, je veux dire... j'ai pris la facilité. Voilà, mais tu t'es quand même retrouvé finalement à partager le vestiaire avec des joueurs pour qui le football avait été un gros sacrifice. Ça n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient et on se retrouve à jouer avec des personnes, d'autres joueurs qui n'ont pas du tout eu le même rapport au sport et le même sacrifice. C'est ça qui me fait très peur. J'en ai parlé dernièrement avec un joueur. Ici, il est à Genk. Il était au Standard, Genk, enfin voilà, il s'entraîne, il se donne à fond, c'est des leitmotifs, c'est de la pression, et ils apprennent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe quand on est à ce niveau-là? Je pense que jouer foot, ils savent tous jouer foot. Jongler, ils savent tous jongler. Pied gauche, pied droit, ils savent tous le faire. Donner un corner, mettre un coup franc, ils savent tous le faire. Qu'est-ce qu'il faut pour passer? C'est la vitesse, soit la vitesse
c'est fini, terminé. Et alors le mental et l'intelligence. Sans le mental, on va nulle part. Oui, parce que les histoires de joueurs jeunes, promis à un superbe avenir, et puis qui finalement n'ont pas du tout la carrière espérée, escomptée, on en connaît plein, hein, des histoires comme ça. Moi, je pense souvent à celle de Charlie Moussonda. Je relis les articles de l'époque où on s'attendait à voir le nouveau Messi, ou presque. Tout à fait. Et finalement, il a eu une très belle carrière, évidemment, mais pas du tout celle qu'on espérait et qu'on lui promettait, en tout cas. Exactement. Justement, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a le risque de la blessure, le risque de ne plus avoir envie non plus, le risque de ne plus franchir les étapes nécessaires avant d'arriver à être professionnel. À côté de ça, il y a peut-être simplement l'envie d'autre chose. Tu en as parlé tout à l'heure, la vie sociale, les amis, les amours, tout ça, voilà, c'est un adolescent. Comment est-ce qu'on gère en tant que parent ? Parce que, mine de rien, il passe à côté de pas mal de choses, inévitablement. Tout à fait. Mais justement, je trouve que c'est une très bonne question parce que depuis que Lucas joue en élite, donc ça va faire 8 ou 9 ans, je pense, maintenant, il y a toujours des périodes creuses où il y a les congés, où les entraînements sont un petit peu plus light, où il donne carrément congé. Et alors des fois, Lucas me dit « Ouais, j'aimerais bien faire un stage. » Écoute, ça va, mais depuis tout petit, je lui dis « Tu peux faire un stage, mais pas de foot. » Et il me dit « Papa, pourquoi ?» Mais je dis « Non, tu fais pas du foot. Du foot, t'en fais assez. Tu fais autre chose. » Il a fait un stage de ping-pong, il a fait un stage de tennis, il a fait... Voilà. Et ils doivent voir autre chose. Et ça, c'est important, parce que comme les anniversaires des copains, jamais. C'est le mercredi après-midi, il y a entraînement. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dormir chez ce copain-là, le samedi ou quoi. Mais c'est vrai que la vie sociale, c'est très limité. Ou quand il a fini à midi, des fois, le vendredi, là, il va manger avec un copain, un hamburger ou quoi. Mais sa vie sociale est très réduite, oui. Quand on se lève à 7h du matin, qu'on est à 8h à l'école, qu'à 2h30, on part, qu'on fait 100 km pour aller s'entraîner, et puis on attend tout le monde, et puis on me le ramène à Francorchamps, 100 km, qui revient, il est 8h30 du soir. Le temps quand même de dire bonjour à son fils, de l'attendre pour manger, de discuter un peu, il est 9h30. Et faire 2-3 devoirs quand il y a l'occasion de le faire, il est 10h, et voilà quoi. La journée est vite passée. Il y a beaucoup de parents dans l'inconnu par rapport au football, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le fameux projet Mbappé. Ça me fait toujours sourire, mais sur les réseaux sociaux, on voit des parents qui mettent très vite des vidéos de leur enfant en pensant que c'est peut-être la future star du football. Et puis il y a des parents qui se posent des questions. Est-ce qu'il vaut mieux mettre son fils dans un petit club de village avec ses copains ? Est-ce qu'il faut directement le mettre au sein d'un club de l'élite ? Quel conseil tu donnerais en tant que papa d'un joueur qui est arrivé, en tout cas pour le moment, à une équipe élite en Belgique? Alors moi, le conseil que je donnerais, je pense, moi, mes enfants, j'ai toujours mis dans le club le plus près de chez moi. Pour voir déjà si c'est eux qui demandent pour aller jouer foot, va essayer, va jouer, va t'amuser, prends du plaisir. Si t'es bon, on viendra te chercher. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais voilà, tous les parents ne le partagent pas. Mais oui, finalement, mieux vaut prendre du plaisir et puis derrière, on verra. Si c'est pour pas s'amuser, il faut pas y aller. Moi, j'ai toujours dit que ce soit à Alex Assar ou Lucas Hagen, le jour où tu n'as pas envie, où tu t'amuses plus, il ne faut pas aller. C'est où on le fait à fond ou on ne le fait pas. Ça ne peut pas marcher si on n'est pas motivé dans quelque chose. Celui qui n'est pas motivé, ça ne peut pas aller. Donc moi je pense que le mettre dans un club de village, et on viendra le chercher. Il y a tellement de gens qui regardent. Moi je vois aussi des gamins... Quand je vais avec Alex, par exemple, chaque année, je donne 2-3 noms à Nicolas Colubry. Voilà. De la SEPEN. Pour la SEPEN, oui. Ouais. Parce que c'est le club. Je pense que quand on vient d'un club de village, il y en a qui passent au standard, et je sais que c'est difficile de refuser le standard, mais moi, je pense que c'est mieux de passer par SEPEN avant le standard. Qui est un club professionnel, mais qui peut-être peut faire office de... Il y a la transition entre les deux. Transition. Voilà. Et justement, donc on a parlé de village, on a parlé de plus grands clubs. Est-ce que l'étranger, ce serait possible ? Est-ce que ça a déjà été proposé ? Écoute David, j'ai eu Filippo Savona il y a 1 mois au téléphone. Il travaille que pour l'Italie. C'est un gars avec qui j'ai joué au CS Verviers, à Rech et tout ça, je m'entends très bien avec. Et il est agent que pour l'Italie. Mais je dis, moi... Il a appris que mon gamin jouait à Genk, qu'il n'était pas mauvais, ceci, cela. Et j'écoute, il peut déjà pas aller en internat, il ne veut pas aller en Italie.
Et quand on fait tous les tournois internationaux, parce que Lucas en a déjà fait quelques-uns, dont le Crossing Scarbeck à Bruxelles, où ils ont été éliminés avec Eupen, avec la génération 2010 que je disais tout à l'heure, ils ont été éliminés en quart de finale contre Man City, 3-2. Ouais, c'est pas mal. Et c'est City qui gagne le tournoi. Donc, et le match, on peut le rejouer 10 fois, je parie qu'on le gagne 5 fois. Il y a plus de pression pour les enfants quand il y a ce genre de tournoi, parce bien qu'on sait sûr, qu'il y a plus de recruteurs. Bien sûr, vous jouez contre le Real de Madrid, contre Barcelone, contre Séville, contre l'Atlético Madrid, contre Man City, forcément les enfants, ils posent directement la TV, c'est magnifique. Genk, quand on fait des tournois internationaux, on est toujours bien classé. On gagne des fois des tournois. Oui, donc finalement, pourquoi aller plus loin si on peut avoir... J'entends les reportages du monsieur, le directeur technique de Lille, qui dit en Belgique, il travaille mieux que nous. La Hollande travaille très bien aussi. La Hollande travaille très très bien. Et je pense que Genk prend exemple sur la Hollande. Travaille très bien. On voit en plus qu'aujourd'hui, les clubs, en tout cas les mentalités ont changé. Les clubs lancent les jeunes plus vite. Je prends un exemple en tant que supporter de l'Espagne, mais Lamine Yamal a commencé et a brillé très très vite. Ça veut dire aussi qu'on est de plus en plus vite confronté à la question de l'argent. Est-ce que c'est des choses qu'on évoque en famille, parce que ça reste un monde totalement déconnecté de la réalité de la plupart des gens? Je ne parle pas d'argent. Parce que à 14 ans, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on te parle d'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous approchent, ton épouse et toi, et qui ont, peut-être pas concrètement, mais des sous-entendus financiers? Ils n'arrivent pas comme ça en disant bonjour, tu veux de l'argent? Non, c'est pas comme ça que ça va. Mais oui, il y a des sous-entendus, il y a des arrangements, comme on dit. Ou alors, ouais, tu pourrais demander ça, tu pourrais demander ça. Mais moi, personnellement, ma femme travaille, je travaille, j'en ai pas besoin. Je veux d'abord l'épanouissement. Et après, reste sur le terrain. Et après, tu demanderas. Ou après, ça viendra tout seul, en fait. Est-ce que lui, il pense? Parce que ça reste un adolescent, il a accès aux réseaux sociaux, aux médias, l'argent dans le football, c'est quelque chose... Il y a des gamins de 15 ans qui gagnent très très bien, beaucoup d'argent. Et c'est bien. On va pas cracher dessus. Et si on le donne, on le donne. Mais à un moment donné, moi, c'est pas ça. Il y en a qui signent pro à 15 ans. Ce sont des contrats de 3 ans. Et à 18 ans, on leur dit, on renouvelle pas le contrat. Donc ça veut dire que tu n'es plus pro. Ça veut dire que tu gagnes plus d'argent. Donc de 15 à 18, tu as un petit peu rêvé. Arrive à 18 ans, quand ils n'ont plus de contrat, il faut quoi? D'où l'importance aussi d'avoir des parents c'est que si même à 15 ans... qui expliquent la valeur de l'argent, en fait. Voilà. Si Lucas, ou des autres enfants, ou un autre enfant, ou même Alex verrait signer un jour professionnel, ils ne seront pas au courant. Je m'arrangerai avec le club, ou avec son agent, pour que Lucas ne soit pas au courant des sommes. Et j'irai plutôt acheter un terrain, ou acheter un appartement, investir pour lui. Qui à 18 ans, lui dire, voilà, ça retombe. Parce qu'il y en a ici, même dans la région, voilà, je ne dirai pas les noms, mais ça va être compliqué. Ils étaient professionnels, et à 18 ans, ça va être compliqué. Donc, voilà. Et par rapport aux réseaux sociaux, les vidéos et tout ça, moi, je ne fais pas ça. Parce que, que ce soit n'importe quel parent, un conseil que je peux donner, filmez votre enfant. Il faut filmer, il faut regarder, mais gardez-le pour vous. Parce que faire des petites séquences il a fait un petit pont, ce match-là, et puis il a marqué un goal ce match-là. Puis le deuxième match, là, il a quand même dribblé son homme. On va faire une séquence de 10 minutes. Quand on a joué 50 matchs de 80 minutes, c'est facile. Hein. Il y a pas de contrat, si je comprends bien, en tout cas pas concrètement. Ici, ça veut dire que l'année prochaine, s'il ne fait rien, il reste à Genk? Ou c'est déjà signé, il y a déjà un accord? Non, normalement, il restera à Genk. Maintenant, voilà. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Ça va être l'âge des contrats. Ça va être l'âge aussi que les gens, maintenant, laissent partir les enfants en internat vers 15 ans. Enfin, en tout cas, parle pour moi. Et toi, tu serais prêt à laisser partir? Maintenant, oui. Mais pas à l'étranger? Non, pas à l'étranger. Non. Même si c'est l'offre d'un super grand club. Ouais. Non, parce que, voilà, quand Lucas était à Eupen, le Standard et Genk sont venus pendant 2 ans. Et s'ils ne viennent pas le chercher, c'est qu'ils ne le voulaient plus. C'est que ça ne servait à rien d'aller. S'il est bon, on verra le rechercher. Moi, c'est mon point de vue. Et si ça ne marche pas, tous ces sacrifices, tous ces trajets... Justement, c'est ça aussi. Quand je dis ça ne marche pas, c'est si finalement, il n'est pas vraiment professionnel ou que ça ne dure pas très longtemps. C'est pas grave. C'est pas grave pourquoi? Du moment qu'il a... étudier, qu'il a pu prendre du plaisir, c'est ça? C'est pour ça que l'école est très importante, parce que ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait, on ne saura pas lui reprendre.
Les tournois qu'il a fait, l'année dernière, ils ont fait un tournoi aux États-Unis. Oui, les expériences. Ces expériences-là, il les a vécues. Ils ont gagné un tournoi aux États-Unis. Il est allé voir un match de NBA. J'irai jamais moi voir un match de NBA avec lui. Je ne vais pas offrir ça. Il était voir le Grand Canyon. Ouais, il a vécu déjà des choses. Il a gagné le tournoi aux États-Unis. C'est magnifique, quoi. Mais ce sont des choses que lui, s'est gardé dans sa mémoire. Il a battu l'Atlético de Madrid en quart de finale à Barcelone 2-1. Ce sont des trucs. Et c'était en direct à la TV. C'est magnifique. C'est des choses. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, redescendre, c'est pas grave. Mais redescendre à un moment donné plus bas, le problème, c'est que les joueurs qui seront dans l'équipe n'ont pas eu la même formation que lui. Oui, parce qu'on croit toujours, et là je fais une petite parenthèse, mais on l'a connu, la situation du club de P1 ou de D3 à CFF qui transfère un joueur formé dans un club pro. C'est pas lui qui va tirer le groupe vers le haut. Généralement, ce qui se passe, c'est plutôt ce joueur qui s'adapte et qui, il y a une espèce de nivellement par le bas. C'est lui qui se met un peu. Alors, il est plus fort, mais il reste quand même plus ou moins au niveau. Il arrive au niveau finalement des autres. C'est ça. C'est ce qui se passe, quoi. Exactement ce qui se passe. C'est ce qu'il a appris, je vais dire, le jeu en triangle, les analyses vidéo qu'ils ont. Ouais, il sera tout seul à vouloir le faire. Il sera tout seul à vouloir le faire, ou les autres ne comprendront pas. Donc, le jeu, c'est quand même. Au foot, c'est 11 contre 11, c'est pas 1 contre 11. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lucas et à Alex par rapport au football et par rapport à leur adolescence et à la suite aussi? Moi, d'ailleurs. je dis, par rapport déjà aux enfants, c'est la santé. Ça, c'est primordial. La santé, qu'ils s'épanouissent et qu'ils apprennent. Et finalement, peu importe le niveau. Peu importe le niveau. Je dis, celui qui doit réussir, il réussit. Celui qui ne réussit pas, il ne réussit pas. Et c'est pas grave, tant qu'on fait du sport. Mais on peut pratiquer du sport sans être à un niveau professionnel. Tout à fait. Donc voilà, Tout à fait. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'abord l'épanouissement des enfants, peu importe comment finalement. Tout à fait. Maintenant, c'est clair que quand on a des qualités... Ouais, ce serait dommage. Et qu'on ne les exploite pas ou qu'on ne met pas tout en place, ça c'est dommage. Je connais, et Lucas connaît aussi des gamins qui sont super forts. Mais ça coûte beaucoup d'argent quand même. Parce que, oui, ils gagnent bien le chercher, ils gagnent le ramène, la cotisation, ceci, il n'y a pas, il y en a, et voilà, tout est top. Mais moi, je prends ma voiture pour suivre mon enfant. Voilà, ici le 4 janvier, on va à la Zetakmar. Il y a 300 km aller, 300 km retour, l'entrée, manger un petit bout. Des fois, c'est des tournois. Moi, quand je suis parti à Barcelone, ça nous a coûté 1 500 € pour 2 jours. J'en ai pas parlé, mais c'est un point intéressant. Ça coûte fort cher de suivre son enfant à ce niveau-là, ouais. Oui, de le suivre. Lui ne me coûte rien, je vais dire. Mais assez logiquement, les parents veulent aller voir leurs enfants. Quand votre enfant a 10 ans qui part à Barcelone, vous ne pas dire, bah oui, il y a quelqu'un qui prend tout en charge, il va à l'avion, vous ne tracassez pas. Ouais, tracassez pas, sauf qu'il ne parle pas flamand. Ni espagnol. Donc on le suit, et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, ça coûte de l'argent. Un week-end en Hollande, quand il y a un tournoi de 3 jours, moi je vais prendre une nuit d'hôtel, je prends 2 nuits, à 120 € la nuit, voilà, déjà 240, il faut encore que je mange, et le mazout pour aller jusque là et revenir, les flashs, ça coûte des sous. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce que représentait la vie de parent quand on a un enfant dans un club professionnel et qui potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, peut arriver au haut niveau. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose par rapport à ça, par rapport, je le disais, aux parents qui nous écoutent ou aux jeunes footballeurs. Ce serait quoi le mot de la fin? C'est de prendre du plaisir peut-être avant tout. Voilà, moi je pense que tous les enfants doivent prendre du plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas mettre de pression et déjà leur demander s'ils ont eu bon, s'ils sont bien amusés. Mais sinon, s'amuser et apprendre. Moi je trouve que c'est le mieux. Voilà, c'est ici que l'on a coupé les micros, mais comme annoncé en début d'épisode, on a poursuivi la discussion avec François Darimont, cette fois pour parler de lui et de son retour dans le monde du football provincial à 45 ans. Cette deuxième partie sera à retrouver exclusivement dans les colonnes de l'Avenir Verviers, le journal et le site internet. On espère que le podcast vous a plu et que la suite vous plaira. À bientôt.